Bonjour à tous. Vous arrivez petit à petit, mais je propose que voilà qu'on commence la matinée. Donc en tout cas, nous sommes ravis de vous avoir ce matin avec nous pour notre matinée d'échange et de partage agricultures urbaines et précarité alimentaire, les premiers enseignements de la crise sanitaire. Donc vous êtes à peu près plus de 170 personnes à vous être inscrites. Vous arriverez peut-être petit à petit au cours de la matinée. À savoir que la matinée sera enregistrée, donc la vidéo sera disponible en replay pour la regarder a posteriori. Donc vous êtes à peu près, voilà, que vous soyez étudiant, chercheur, association, ONG, collectivité, bailleur ou bien issu de la société civile, voilà, nous sommes très contents de vous accueillir ce matin. Donc avant de laisser la parole à Christine Aubry et Laurence Perrin qui vont introduire la matinée, je voulais donc vous présenter l'équipe organisatrice du colloque. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est une équipe plutôt féminine. Donc, nous avons Christine Aubry, professeure consultante à AgroParisTech et directrice de la chaire Agricultures urbaines. Laurence Baudelet-Stelmacher, coordinatrice de projet au sein de l'association Graines de Jardin. Également Julia Jacquet, coordinatrice du bureau de recherche sous contrat Expo AgroParisTech Innovation. Laurence Perrin, qui est référente nutrition de la direction de la santé publique à l'ARS Île-de-France, et moi-même, Fanny Provence, qui suis coordinatrice de la chaire Agricultures urbaines d'AgroParisTech. Donc, nous vous proposons ce matin d'organiser les échanges autour de 3 axes. Dans un premier temps, l'importance des jardins en temps de crise. Un second temps, plutôt tourné sur l'approvisionnement et la distribution alimentaire, donc quels impacts des confinements et globalement de la crise sanitaire sur ces approvisionnements. Et enfin, un dernier temps, plutôt centré sur les achats groupés et les circuits. Donc, grâce à nos nombreux intervenants que nous remercions très chaleureusement, nous allons pouvoir avoir un peu une première esquisse de ce que bon nombre d'associations ont vécu pendant la crise et de voir un peu avec vous comment elles ont su s'adapter à cette situation qui était finalement peu commune. Quelques petits éléments donc pour le bon déroulement de la matinée. Comme vous avez pu le voir, les micros et les caméras sont fermés d'office. Donc c'est aussi pour voilà, la plateforme qui fonctionne ainsi. Mais donc vous pourrez, et nous vous invitons à poser toutes vos questions via l'onglet chat qui se trouve sur le côté. Donc normalement vous avez une petite flèche orange avec le panneau de configuration. Et à cet endroit-là, vous avez l'onglet questions. Et donc les intervenants ou organisateurs pourront à tout moment répondre à vos questions. Et au regard du temps qu'il nous restera aussi au cours de la matinée, vous pourrez prendre la parole oralement et nous décocherons à ce moment-là votre micro pour que vous puissiez poser votre question et échanger. Donc, je pense avoir tout dit et je vais laisser la parole à Christine Aubry qui va vous parler de la chaire agriculture urbaine. Et puis, je vous souhaite une belle matinée d'échange. Ok, je vous remercie. Donc, je suis Christine Aubry, comme Fanny vient de le dire. Je voulais juste vous amener quelques éléments d'information très rapides sur l'origine de cette matinée. Nous avons fondé en février 2018, au sein de la fondation AgroParisTech, une chaire partenariale Agricultures urbaines, services écosystémiques et alimentation des villes, qui a été coordonnée au départ par Jeanne Pourrias, qui doit être dans la salle virtuelle et que je salue. Cette chaire pluripartenariale est aujourd'hui financée par la Fondation Carrefour, par la Métropole du Grand Paris et l'a été par la Ville de Paris. Et son objectif global, c'est d'accompagner le développement de l'agriculture urbaine dans sa diversité, des fermes périurbaines en circuit court jusqu'à des formes, y compris d'élevage en ville si nécessaire, au service de la résilience des villes. Et nous avons en fait trois objectifs généraux, puis un objectif transversal dans cette chaire. Les 3 objectifs spécifiques sont d'abord soutenir des recherches et des travaux sur produire des aliments pour tous. C'est en partie là-dedans que l'on, bien sûr, que l'on s'inscrit aujourd'hui. Un deuxième objectif qui est de démontrer le rôle socio-économique de l'agriculture urbaine à travers l'emploi, les modèles économiques, etc. Un troisième objectif qui est plutôt sur les rôles environnementaux et écologiques des diverses formes d'agriculture urbaine. Et puis donc un objectif transversal dans lequel cette journée aujourd'hui s'inscrit aussi, qui est de produire des outils d'accompagnement et d'aide à la décision pour les collectivités, pour les associations, etc.
L'objectif d'une chaire, généralement, c'est de soutenir des travaux d'utilité publique, hein, qui sont vraiment à destination de la société, des thèses, des stages, des travaux de recherche, mais aussi d'aider à monter des réseaux et de favoriser des formations, notamment des formations continues. Et c'est dans ce cadre qu'en juin 2018, nous avions monté, avec Jeanne et puis donc maintenant avec Fanny, le réseau Agricultures urbaines et alimentation des populations vulnérables. C'est ainsi qu'il s'appelait au départ. Donc, on va voir, merci Fanny, si tu peux passer la prochaine voilà, diapo. Ce réseau donc visait à mettre ensemble des ONG, alors parmi lesquelles il y en a certaines qui sont ici, ATD Quart Monde, Secours catholique, Secours populaire, etc., des bailleurs sociaux, qui étaient déjà en train de commencer à s'interroger très fortement, voire de développer des formes d'agriculture urbaine sur leur propre foncier, des collectivités et des chercheurs. L'objectif, c'était vraiment d'avoir des échanges croisés et des soutiens à des actions de connaissance et d'action. Alors, en particulier, nous avons soutenu 3 types d'actions. Un qui vous sera présenté par Sophie Edge dans le cadre de la première table, enfin, le premier axe, qui porte sur les jardins nourriciers en terre de Lorraine. Donc, nous avons soutenu 2 stages et puis maintenant le début d'un CDD de Lame Séné, qui est donc un étudiant de Nanterre qui est maintenant est en poste en terre de Lorraine pour aider donc à la mise en place de ces jardins à destination notamment des populations les plus vulnérables qui marchent remarquablement bien. Deuxième type d'action, nous avons travaillé sur la question de la transformation des produits de l'agriculture urbaine et locale, notamment les fruits et légumes, par et pour les populations vulnérables. Nous avons donc fait un travail qui est disponible aujourd'hui sur le site de la chaire, qui permet d'identifier un certain nombre d'actions tout à fait intéressantes, on y reviendra. Et puis un troisième volet qui est l'étude des savoirs et des pratiques culinaires détenues notamment par les personnes qui habitent dans des quartiers très populaires. Et on a travaillé avec le Lab 3S, le laboratoire Sol Savoir Saveur, sur Bondy et les quartiers nord de Bondy, pour travailler sur la mise en place aussi d'une filière ou 2 filières de production de fruits et légumes, notamment exotiques, autoproduction ou filières autres. Donc là aussi, ces travaux sont sur le site. L'année dernière, à peu près à même époque, un petit peu avant, nous avions monté un séminaire de travail avec nos partenaires sur cette question de l'agriculture urbaine, enfin des agricultures urbaines et des précarités alimentaires, en nous posant la question des perspectives. On avait fait intervenir notamment Laurence Baudelet qui va intervenir tout à l'heure, Céline Lema du ministère de la Santé, Dominique Potier du Pays Terre de Lorraine, etc. Et nous avions conclu sur la nécessité finalement de faire un colloque mobilisant notamment les autorités pour essayer d'avancer sur des propositions pour faire bouger les lignes sur la question de l'alimentation, notamment en produits frais, des populations vivant dans des quartiers, dans des quartiers prioritaires, des populations vulnérables. On avait prévu ça pour fin 2020. Il ne vous a pas échappé qu'une petite entité biologique qui nous empoisonne la vie depuis le mois de mars est arrivée. Et donc, du coup, ça n'a pas été possible de faire cela. Mais nous en avons tiré, je l'espère, parti, et je crois que cette journée va le prouver, en organisant ce webinaire où on essaye finalement de récolter vos enseignements sur ce que cette crise sanitaire nous a appris concernant l'alimentation des personnes en précarité, concernant le lien avec l'approvisionnement de proximité. Donc voilà pourquoi aujourd'hui nous faisons ce webinaire Agriculture urbaine, précarité alimentaire, les premiers enseignements de la crise sanitaire, et que nous avons organisé donc avec notamment Expo, Graines de Jardin et l'ARS. Donc je vous souhaite un bon séminaire. Je vais passer la parole à Laurence Perrin de l'ARS Île-de-France pour qu'elle vous donne aussi quelques éléments d'information. À bientôt. Bonjour à tous, merci à la chaire à l'agriculture urbaine de nous avoir associés à la présentation et au travail sur cette journée. L'ARS, donc je suis référente nutrition à l'ARS Île-de-France, et si l'ARS s'intéresse à l'agriculture urbaine et à la précarité alimentaire, ça date pas d'hier.
On a inscrit dans notre plan régional de santé un projet qui s'intitule Faciliter l'accès à une alimentation favorable à la santé pour tous. L'alimentation étant un déterminant majeur de santé, principal facteur de risque de plusieurs maladies, et qui bénéficie, c'est peut-être pas le bon terme, mais qui est un gros enjeu d'inégalité sociale, avec plus on va sur des populations en précarité, plus l'alimentation entraîne de la mortalité, sachant que dans la population générale, on a une mortalité associée à l'alimentation qui est bien supérieure à celle du tabac. Alors, cette crise sanitaire Covid, ça vous a pas échappé. En termes d'accès à l'alimentation, notamment pour les populations les plus précaires, on a eu une grosse augmentation de bénéficiaires, notamment de l'aide alimentaire, avec des nouveaux profils de ces bénéficiaires. Et ça, c'est vraiment le cœur de cette problématique Covid au niveau de l'accès à l'alimentation. Pour revenir sur l'agriculture, en Île-de-France, vous savez aussi qu'on a de fortes disparités, pas seulement au niveau des gradients sociaux, mais aussi au niveau de la disposition des ressources en terres agricoles. C'est des données de la DRIAF, avec 2% de ressources pour 20% pour 20% de la population française. Donc, il y a beaucoup de choses qui en découlent, notamment par rapport à l'accès aux produits de qualité. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à l'agriculture urbaine? C'est parce que sur la santé, on est en train de démontrer, alors quand je dis on, c'est pas l'ARS, hein, il y a beaucoup de recherches en cours, dont certaines financées par l'ARS Île-de-France, pour montrer l'intérêt de l'agriculture urbaine pour la santé, comme par exemple valoriser les compétences plutôt que les manques. On a souvent l'habitude de s'appuyer sur les problèmes financiers, les choses comme ça, mais l'agriculture est vraiment un énorme vecteur de mise en avant des compétences des personnes, et ça permet de développer tout ce que nous on appelle des compétences psychosociales qui sont des déterminants majeurs pour améliorer la santé. L'agriculture urbaine est aussi un excellent outil d'éducation nutritionnelle à l'alimentation durable et au goût, et c'est ce qu'on recherche pour les projets notamment d'approche globale sur le territoire. Alors, l'agriculture urbaine, oui, mais pas au détriment de la santé et de la qualité de l'alimentation. Et il se trouve qu'en Île-de-France, on a beaucoup de risques de sols pollués, et vous avez différentes institutions qui sont en charge des réglementations et qui proposent certains financements, notamment sur de la dépollution, et à qui vous pouvez aussi avoir affaire, et des structures comme AgroParisTech peuvent aussi vous accompagner pour identifier les besoins que vous avez au niveau des territoires par rapport à la qualité des sols. La principale problématique qu'on retrouve tant sur la précarité alimentaire que sur les projets d'agriculture urbaine, ce sont des enjeux de coordination et de mutualisation des moyens. Il y a beaucoup d'expériences et de projets qui ont lieu sur les territoires, mais peu sont coordonnés, et cette coordination-là, le fait de ne pas travailler tout seul dans son coin, permet vraiment d'avoir beaucoup plus d'impact sur alors les comportements alimentaires bien sûr, mais sur la santé en général. On a plusieurs recherches qui sont en cours, dont une formation action Alimactive 2 qui est portée par l'ANSA, qui vise à déterminer des modalités de coordination de la précarité alimentaire sur un territoire. Je vous ai mis les noms des villes qui participaient à cette expérimentation, le but étant de pouvoir faciliter la mise en place de ce type de coordination sur la précarité alimentaire sur les territoires, en accompagnant notamment les collectivités territoriales. On est aussi depuis 2-3 ans en lien avec plusieurs institutions, la DRIAF, l'ADEME, l'Éducation nationale, le SICTOM qui est un syndicat de gestion des ordures ménagères,
AgroParisTech et bien d'autres, la Drieux. On essaye d'avoir une expérience pour pouvoir favoriser une approche globale sur un territoire autour de l'éducation nutritionnelle. C'est-à-dire que on essaye de voir ce que ça peut produire tant au niveau de l'éducation nationale qu'à l'école, d'associer le jardin à côté, d'associer l'atelier de cuisine d'à côté, d'associer tout ce qui peut être mis en place sur le tri des déchets, l'éducation au goût. On a des formations qui sont notamment les classes du goût en direction des enseignants et Animasens en direction des acteurs de la ville. La restauration collective, tout ce qui peut être fait au niveau de la prévention santé, comme par exemple le Nutri-Score, mais aussi également à l'école avec l'éducation nationale. Et l'objectif est de montrer que quand tout ceci est coordonné sur un territoire mis bout à bout, il y a plus d'impact sur la santé, mais sur l'alimentation durable et sur les comportements alimentaires. Voilà, donc je m'arrête pour ici. J'espère que ces échanges d'aujourd'hui vont pouvoir faire un état des lieux de ce qui se passe en ce moment suite à cette crise sanitaire en Île-de-France et pouvoir partager les différentes expériences. Je vous remercie. Bonjour à toutes et tous. J'ai le plaisir d'animer ces moments d'échange sur l'importance des jardins collectifs en temps de crise. Et nous avons décidé en fait de donner une place aux jardins collectifs dans la discussion d'aujourd'hui pour souligner leur importance autant pour l'approvisionnement alimentaire, mais aussi pour les liens sociaux et le bien-être physique et mental, notamment en ces moments de crise. En organisant cette matinée, nous avons avancé l'hypothèse que ces moments de crise a été un amplificateur et un accélérateur des dynamiques en cours, à la fois en exacerbant les inégalités socio-environnementales, mais aussi en renforçant les réseaux de solidarité. Pour cela, nous avons demandé aux intervenants de cette matinée de nous faire part des impacts de la crise et des contraintes qu'ils ont rencontrées, mais aussi des actions et des solutions qu'ils ont trouvées pour y faire face. Donc, les 3 moments d'échange sont structurés en 2 temps. Dans un premier temps, il y aura 3 intervenants de différents horizons qui traiteront la thématique posée, notamment dans cette première axe, l'importance des jardins collectifs en temps de crise. Et ensuite, dans un deuxième temps, les animateurs de chaque axe se tâcheront de poser vos questions que vous pourrez soumettre via la plateforme pendant les exposés, mais aussi pendant les débats. Donc, la première intervenante de cette première axe est Laurence Baudelet. Elle est ethnologue et urbaniste, cofondatrice de l'association Graines des Jardins, association qui assure la fonction de tête de réseau des jardins partagés en Île-de-France. Sa présentation portera sur les premiers renseignements du rôle des jardins collectifs dans la crise sanitaire à Berlin, en Allemagne et en région Île-de-France. Présentation qui permettra de donner un cadre plus général aux 2 témoignages successifs, notamment celui de Gilles Mélan, président des jardins familiaux de Ris-Orangis et maire adjoint chargé de la transition écologique et de la démocratie locale, qui nous parlera effectivement des jardins familiaux de Ris-Orangis et de comment ils ont pu assurer l'accès à ces jardins, ces espaces pendant la crise. Ensuite, interviendra Sophie Edge, ingénieure agronome chargée des projets alimentaires dignes et durables au pays Terre de Lorraine, qui nous parlera du jardin des 9 maisons et en particulier des difficultés rencontrées, mais aussi des résultats accomplis. Donc, je laisse la parole à Laurence Baudelet et je lui rappelle qu'elle a 12 minutes environ pour sa présentation. Merci. Oui, merci beaucoup, Julia. Bonjour tout le monde. Donc, moi, je vais vous faire une présentation, mais sans PowerPoint. Je vais surtout effectivement poser un cadre rapidement là, dans les 12 minutes qui me sont allouées. Et ensuite, je partagerai les références que je vais vous donner via le chat. Et dans la suite de la réunion, je vais gérer le chat. Donc, vous pourrez réagir et poser des questions également. Donc, on parle des jardins collectifs déjà pour démarrer par la définition de ces jardins collectifs. Ces jardins ont été définis dans une proposition de loi qui date de 2002.
qui s'appelle proposition de loi relative aux jardins collectifs justement, et ils sont définis donc comme faisant référence aux jardins familiaux, aux jardins partagés et aux jardins d'insertion. Ici, on va s'intéresser plus particulièrement dans cette table ronde aux jardins partagés et aux jardins familiaux et à leur rôle dans cette crise qu'on traverse. Alors, pourquoi donc s'intéresser à ces jardins alors qu'on peut penser que ce sont des petits espaces finalement qui ne pourront pas véritablement apporter de réponses importantes ou à la hauteur en tout cas des enjeux par rapport à la hausse de la demande alimentaire telle qu'elle s'exprime suite à la crise du Covid, à l'impact économique de cette crise sur beaucoup de populations. En fait, si on fait un petit détour par l'histoire, on s'aperçoit qu'au cours du XXe siècle, les jardins familiaux en particulier, puisque les jardins partagés, les jardins d'insertion sont beaucoup plus récents et datent de la fin du XXe siècle, mais les jardins familiaux ont été mobilisés à l'occasion des crises majeures traversées par nos sociétés occidentales. Et quand je dis société occidentale, je ne me réfère pas uniquement évidemment à la France, qui sont les 2 guerres mondiales. Au cours des 2 guerres, en France et ailleurs, aux États-Unis, en Angleterre, dans un certain nombre de pays européens, on a utilisé les jardins familiaux comme amortisseurs pour produire localement des produits frais pour permettre aux populations civiles de survivre pendant les périodes de blocus et de pouvoir s'alimenter avec des fruits et des légumes. Je vous donne un exemple. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, en France, on a cultivé partout, y compris sur le champ de Mars. Vous avez peut-être vu cette image du champ de Mars transformé en champ de pommes de terre. Les jardins ouvriers, donc d'entre 1939 et 1943 en France, passent de 75 000 à 250 000 parcelles. Quand on prend l'histoire des États-Unis, aux États-Unis, les Victory Gardens, comme on les a appelés, les jardins de la victoire, 20 millions de parcelles créées aux États-Unis pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui ont fourni à peu près 40% des fruits et légumes consommés par les Américains pendant la Deuxième Guerre. Donc, ce n'est pas uniquement anecdotique et on voit bien qu'en fait, dès qu'il y a un problème majeur qui se pose à l'ensemble de la société, on a cette première réponse qui est de dire il faut créer des sources d'approvisionnement d'une certaine façon, de production au plus proche des habitants et notamment des urbains, bien sûr, qui sont déconnectés des lieux de production. Et cette histoire des Victory Gardens, elle a ressurgi aux États-Unis pendant le confinement, puisqu'il y a un article du New York Times qui date du 25 mars, qui s'appelle, je vous lis le titre en anglais et je le traduis après, Food Supply Anxiety Brings Back Victory Gardens. La crainte de la rupture de la chaîne d'approvisionnement ramène les Victory Gardens. Et qu'est-ce que dit cet article du New York Times? Il dit que les semenciers, donc on est aux alentours de la fin mars 2020, les semenciers américains voient effectivement une augmentation de leur activité. Beaucoup de gens achètent des graines, beaucoup de gens achètent des légumes et y compris donc visiblement des gens qui ne savent pas jardiner et qui mettent en culture pour la première fois sans doute des plantes alimentaires. Alors peut-être des gens qui cultivaient des plantes ornementales auparavant ou qui n'avaient aucun savoir-faire. Et le New York Times dit qu'en fait on peut savoir qu'effectivement beaucoup de gens se mettent à jardiner à ce moment-là aux États-Unis parce que sur YouTube il y a un nombre de clics record sur comment construire des raised beds qu'on appelle aux États-Unis, donc des couches de culture, comment est-ce qu'on peut démarrer un jardin. Et ce fait, la demande d'informations concernant des activités de jardinage, nous on l'a constaté aussi sur notre propre portail, sur Jardinons-Ensemble, le portail des jardins partagés d'Île-de-France. Pour vous donner une idée, donc le trafic sur le portail des jardins partagés d'Île-de-France en décembre 2019, il était de 71 000 connexions mensuelles, donc de clics, si vous voulez, sur notre portail. En mars 2020, il était de 139 000 connexions. Voilà. Le portail a lâché en avril 2020 parce que notre hébergement ne pouvait pas suivre l'augmentation exponentielle du nombre de clics. Il n'était pas dimensionné pour ça. Donc, on l'a fait réparer, entre guillemets. On a changé la taille de l'hébergement pour pouvoir répondre à la demande qui a baissé effectivement à la fin du confinement et pendant l'été. Et là, avec le reconfinement
dans lequel on est en ce moment là de l'automne. Nous sommes aujourd'hui à 194 000 connexions mensuelles au mois de novembre 2020. Donc voilà, il y a presque un an, on était à 71 000. Donc c'est pour vous donner une idée effectivement du fait que le recours au jardinage, c'est quasiment un instinct de survie qui s'exprime, de dire je vais tout de suite commencer à produire de la nourriture. Alors l'autre intérêt de ces jardins collectifs, en dehors du fait que donc ce sont des circuits ultra courts, c'est le cercle des bénéficiaires de la récolte. Bien sûr, il y a les jardiniers eux-mêmes. Alors, dans les jardins privés, c'est le cercle familial, et souvent au-delà du cercle familial, mais c'est encore plus visible dans ces jardins collectifs, qu'il s'agisse des jardins familiaux ou des jardins partagés. Le cercle des bénéficiaires est relativement large. Et ça a été étudié par des sociologues comme Françoise Dubos dans les jardins ordinaires, par Daniel Cérézuel, par Florence Weber. Donc, il y a une longue tradition d'échanges, de dons et de contre-dons dans ces jardins. Et donc, la production est donnée à des voisins, elle est donnée à des collègues de travail, elle est donnée à des amis, bien sûr. Et donc, on peut bien imaginer qu'à l'occasion de la crise qu'on vient de traverser, ces cercles et ce réseau informel a bénéficié des dons. Alors, j'ai essayé, j'ai envoyé un mail à l'ensemble des adhérents de l'association et puis à un certain nombre d'associations franciliennes avec lesquelles je suis en contact, j'ai essayé de faire une petite enquête de terrain préalable à ma prise de parole aujourd'hui pour savoir si effectivement les associations avaient pu observer que leurs adhérents montraient une certaine solidarité vis-à-vis des familles les plus en difficulté dans le jardin ou dans le quartier. La réponse qui m'a été faite, c'est que les personnes n'ont évidemment pas dit qu'elles étaient en difficulté pour beaucoup. Donc en fait, c'est quelque chose qui reste tabou. Le fait d'être confronté à des difficultés économiques majeures. On sait évidemment que beaucoup de familles ont basculé dans la grande précarité à l'occasion de cette crise. Mais donc cette solidarité, elle s'est organisée de manière privée, peu visible en tout cas, et elle est restée totalement informelle, mais il est vraisemblable qu'une partie de la récolte des jardins familiaux et des jardins partagés a été partagée, justement, a été en partie donnée sans doute à des familles en difficulté. Alors, la seule association qui a pu me faire une réponse plus précise, c'est Intermède Robinson à Longjumeau. C'est un projet sur lequel on a travaillé ensemble avec Christine Aubry et Juliette Jacquet. L'année dernière, Nicolas Oita était intervenu dans la journée du mois de novembre 2019 pour décrire donc ce projet dans le quartier de la Rocade Bel Air. C'est un grand ensemble donc avec des pelouses, comme il y a souvent dans ces grands ensembles des années 70, et on a créé donc un potager sur l'une de ces pelouses avec une association Intermède Robinson qui travaille sur l'aide alimentaire, qui a une activité dans ce domaine-là à Chilly-Mazarin, dans l'Essonne, donc. Et donc, en fait, l'association a maintenu une présence sur site, même pendant le premier confinement, en signant donc l'attestation et en disant que c'était une mission prioritaire. Ils ont été contrôlés, ça leur a pas été contesté. C'est la seule association, à ma connaissance, qui a fait ça, en tout cas sur le premier confinement. Mais ça leur a permis, cette présence régulière, de se tenir très informés des difficultés des familles donc sur le terrain. Alors, ils n'ont pas pu évidemment organiser les ateliers de jardinage et les ateliers de cuisine qu'ils organisent habituellement pendant le confinement, mais donc ils ont eu des informations sur justement les problèmes de certaines familles, rencontrés par certaines familles, et donc du coup, quand ils venaient sur le jardin, ils apportaient des colis alimentaires qui étaient adressés directement à ces familles les plus en difficulté. Et donc, ce que me disait le directeur de l'association, Laurent Hoth, c'est que du coup, ils ont eu l'impression d'être relativement efficaces là dans l'aide alimentaire parce qu'elle était très ciblée donc pour les personnes qui leur étaient signalées comme ayant des problèmes d'aide alimentaire. L'autre chose aussi, c'est que, et c'est l'un des enseignements de cette crise, c'est qu'on a tout un gradient entre la privatisation et le caractère très public de ces jardins partagés ou familiaux, suivant leur localisation. Donc certains jardins, que ce soit jardins partagés ou jardins familiaux, sont fermés. Et l'accès est réservé aux adhérents qui donc ont une clé ou le code du cadenas. Un certain nombre de ces jardins qui se trouvent notamment en pied d'immeubles de logements sociaux, qui ont été créés ces dernières années beaucoup à l'initiative des organismes HLM en lien avec des associations locales ou avec des associations qui se sont constituées, donc composées de leurs locataires. Beaucoup de ces jardins sont
ouvert et accessible à tout le monde, pas uniquement aux adhérents. Et donc là, à l'occasion de cette crise, ces espaces qui sont très ouverts, très accessibles, ont joué un rôle de ont eu un effet en termes de solidarité plus important évidemment que des jardins moins accessibles. Et en l'occurrence sur ce potager de Longjumeau, ce que me disait l'association, c'est que ça fait donc ça fait 2 ans pardon qu'il existe. Là, la saison 2020, ils ont observé que les gens, les locataires, donc les habitants du quartier, étaient venus récolter en dehors donc de la présence de l'association, ce qui est tout à fait dans la charte de fonctionnement de ce jardin, et que les prélèvements, d'une certaine façon, avaient été plus importants que l'année précédente. Donc, ce qui prouve bien que l'accessibilité d'un potager, par exemple, est une réelle ressource pour un quartier. C'est un peu l'esprit des incroyables comestibles qui ont été lancés en Angleterre avec cette idée de cultiver et de partager, d'ouvrir le partage de la récolte à toute personne qui passe par là, en gros, et qui peut donc se servir dans les bacs. Et je pense que c'est vraiment un point important, enfin, en tout cas, c'est un élément de réflexion pour moi. On a monté ce projet dans cet esprit-là, et je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on a intérêt à développer dans les années qui viennent. Alors, quand on parle de production alimentaire dans ces jardins, de quoi est-ce qu'on parle? Parce qu'effectivement, les surfaces sont relativement modestes. On n'a pas de statistiques précises évaluant la production en France issue de ces jardins, mais il y a eu des programmes de recherche récents, donc évidemment le programme J'assure, auquel Christine Aubry a contribué, et Jeanne Pourrias également, donc, qui a fait une thèse récemment donc, sur la production alimentaire dans les jardins. Je voulais dire juste quelques éléments de conclusion du programme J'assure, qui explique que la production alimentaire dans les jardins est quantitativement variable et que ça varie pas, la production alimentaire ne varie pas uniquement en fonction de la taille des parcelles ou des types de jardins, sous-entendu jardins partagés, jardins familiaux. Selon les villes, le caractère hybride des jardins, donc entre jardins avec des parcelles collectives uniquement et des parcelles ou des jardins avec des parcelles très individuelles. Donc c'est plus ou moins marqué, ça joue sur la production alimentaire, mais également les modes de consommation de la récolte, donc qui peuvent être un partage lors d'événements dans le jardin ou au contraire une distribution, ce qu'on disait, dans le cercle privé. En tout cas, il relevait aussi le fait que le don de produits alimentaires était partagé, mais que du fait que les jardiniers achètent aussi des légumes à côté et des fruits, il est difficile de mesurer précisément, de quantifier la part des productions du jardin dans l'alimentation. Et je citais à l'instant la thèse de Jeanne Pourrias donc, sur la production alimentaire en Île-de-France et à Montréal. C'est une thèse comparative. Donc, elle explique que sur un panel de 38 jardiniers, pour donner un ordre d'idée, avec lesquels elle a mené des enquêtes, donc elle en a 20 qui considèrent que les productions de leur jardin complètent de façon conséquente leur régime alimentaire, et 5 qui considèrent que la production alimentaire est importante ou très importante. Donc ça fait 25 sur 38. Ça donne une idée quand même de la proportion. Alors c'est bien sûr saisonnier. La part entrante dans l'alimentation des jardiniers issus de leur jardin est plus importante en été, évidemment. Et là, on est en fin de saison culturelle. Mais quand même, c'est pas négligeable. Alors, on a dit tout à l'heure qu'on allait parler de Berlin et de Paris. Alors, moi, je vous parle là aujourd'hui de Berlin. Je suis à peu près 6 mois de l'année en France, 6 mois de l'année en Allemagne. Donc, je travaille à 100% pour Graines de Jardin, mais je fais du télétravail déjà depuis 4 ou 5 ans depuis l'Allemagne où je réside à titre personnel. Ce qui était très intéressant pour moi, c'est que j'étais confinée dans les 2 cas en Allemagne. Et donc, la politique n'a pas du tout été la même qu'en France, notamment sur le premier confinement. Et c'est la notion d'équipement essentiel ici qui est importante à souligner. Donc, comme je vous disais, ces jardins collectifs, jardins partagés, jardins familiaux, ont été très fortement mobilisés à l'occasion donc des crises du XXe siècle, en tout cas pour les jardins familiaux. Là, dans le premier confinement, le gouvernement français n'a pas considéré que les jardins familiaux ni les jardins partagés, aucun des jardins collectifs ne relevait donc de cette catégorie des équipements essentiels. Alors, c'était une surprise, je dois dire, parce que ça correspondait justement pas à l'histoire qu'on avait vécue jusqu'à présent, et on pouvait penser que n'importe quel gouvernement activerait
tous les leviers possibles pour pouvoir permettre aux gens de garder la plus grande autonomie alimentaire. Sauf que la crise alimentaire n'a pas été vue dès le début en France, elle n'a pas été anticipée. Alors, personne n'est devin, hein, je ne fais pas de reproches, mais je veux dire, c'est que c'est sans doute quelque chose qui n'a pas été perçu comme étant un risque immédiatement, et alors qu'en Allemagne, si. Et je vais revenir un peu plus en détail là-dessus. Mais du coup, en France, ce qu'on a vu d'abord, c'est le risque sanitaire et le fait que les interactions sociales pouvaient évidemment propager le virus, et que du coup, il fallait éviter absolument ces interactions, les limiter au maximum, avec un confinement qui a été très dur, des attestations à signer, etc. Ce qui n'a pas été le cas pour l'instant en Allemagne. On va voir comment ça va évoluer. Donc, au printemps 2020, dans les premières mesures qui sont prises côté allemand, donc le confinement intervient le 14 mars en Allemagne. Dès le 26 mars, on a une loi, donc des mesures gouvernementales qui précisent que les activités de jardinage sont autorisées, mais pas les ateliers évidemment ou les animations. Donc, ça arrive très vite dans les prises de position. Et vous savez, en Allemagne, ce sont les Länder qui ont une grande autonomie sur les politiques de santé. Et donc, aucun Land n'a interdit les activités de jardinage, puisque au-delà du cadre fédéral, les Lands peuvent prendre des mesures complémentaires. Et on a plusieurs même Land, dont le Land de Berlin, parce que Berlin est une ville et un Land, qui ont recommandé les activités de jardinage, qui ont tenu à préciser dans les mesures liées au Covid et donc aux dérogations, comme en France, qui étaient donc concédées aux habitants. Dans les dérogations, il était dit explicitement que l'activité de jardinage en faisait partie. Ça a été vraiment une grosse différence. Et vous trouvez ces informations sur les sites internet des jardins familiaux, donc des Kleingärten, comme on les appelle ici en Allemagne, ou des jardins partagés, des Gemeinschaftsgärten. Il est dit explicitement dans leur page liée au Covid qu'on a le droit de jardiner. Et je pense que l'Allemagne, peut-être s'est souvenue de son histoire aussi, où voilà, les populations civiles ont aussi beaucoup, évidemment, eu à souffrir des crises majeures du XXe siècle, et où tout de suite on a pensé à la question de l'autonomie alimentaire. Alors, ça a changé, la position de la France a changé dans le deuxième confinement, là, dans celui qu'on vit actuellement. Le ministère de l'Agriculture, donc, a décidé de réautoriser l'accès au jardin assez vite. Donc, on a eu des discussions avec eux, auxquelles donc Christine Aubry et Jean-Noël Consalès aussi ont été associés. Et donc, dans les pages consacrées au Covid du ministère de l'Agriculture en France, on avait donc dans les questions une question concernant l'accès au jardin. En l'occurrence, donc, aux jardins ouvriers, comme ils sont nommés, alors qu'ils existent plus sous ce nom-là depuis les années 50. La question était, est-ce que les particuliers ont le droit de se rendre sur leur parcelle de jardin, jardin ouvrier, verger, ruche, 3 points de suspension, pour effectuer les travaux d'entretien et de récolte. Et donc, ce qui a été la réponse qui était apportée par le ministère était: il est possible pour un particulier de se rendre sur sa parcelle, même située à plus d'1 kilomètre, si cela correspond à un déplacement lié à un besoin de première nécessité, récolte de fruits et légumes, soins aux abeilles. Dans ce cas, il conviendra de cocher dans l'attestation de déplacement dérogatoire, entre guillemets, déplacement pour consultation et soins ne pouvant être réalisés à distance pour l'entretien de ruches, entre guillemets, déplacement pour achat de première nécessité pour les récoltes de fruits et légumes. Et évidemment, le changement, il s'explique par la hausse brutale de la demande en aide alimentaire et de la visibilité de la crise économique, donc, et de l'impact de la crise économique sur bon nombre de ménages en France, et le basculement dans la grande précarité, donc, de bon nombre de ménages, qui fait que là, le ministère a changé d'avis. Et la rédaction a encore évolué, puisque donc le confinement a été un peu allégé là récemment en France, et que donc les distances ont été rallongées. Et donc maintenant, ce qu'il est dit, c'est que ces déplacements, toujours donc pour aller récolter, sont considérés comme des déplacements professionnels, et qu'il faut désormais cocher la case déplacement entre domicile et lieu d'exercice de l'activité professionnelle.
déplacements professionnels ne pouvant être différés de déplacements pour un concours ou un examen. Alors, c'est une catégorie un peu fourre-tout, mais en tout cas, le ministère de l'Agriculture maintient cette position. Les jardins demeurent, en tout cas sur ce deuxième confinement, ont bien un caractère d'équipement essentiel. Voilà, donc je ne vais pas prendre plus de temps. Je voulais juste terminer par une bonne nouvelle, c'est que les jardins partagés, les jardins familiaux vont bénéficier du plan de relance national. Et donc, il y a des appels d'offres qui vont être lancés par le ministère de l'Agriculture et donc relayés par les préfectures départementales. Et c'est aussi un effet de cette crise et de la prise de conscience justement de l'importance de ces jardins. Pour aider un peu à redonner une autonomie alimentaire à un certain nombre de ménages en France. Et donc finalement, on se réinscrit dans la même histoire que celle du XXe siècle, où les jardins bénéficient des politiques publiques à l'occasion des crises majeures. Voilà, je vous remercie. Je repasse la parole à Julia. Oui, merci Laurence pour ton intervention. Du coup, j'invite Gilles Mélin à activer son micro et sa caméra. Aussi vous solliciter, voilà, poser vos questions à travers l'onglet questions. Et aussi, si vous voulez éventuellement témoigner de votre expérience, mettez effectivement dans les questions, voilà, quelle est l'expérience dont vous voulez témoigner, et nous, on essayera de vous activer le micro. Merci Gilles, je te laisse la parole. Oui, bonjour, bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc, j'ai intitulé mon intervention que je vais essayer de tenir dans les 12 minutes précises, Oser gérer la crise, puisque c'était un peu une gageure dans un premier temps, puisque comme tout le monde, on a été forcément impacté par les décisions préfectorales qui interdisaient l'accès au jardin. Donc, Oser gérer la crise au sein de cette association qui est l'association des jardins familiaux de Ris-Orangis, qui existe depuis 1998 et qui gère maintenant actuellement 257 parcelles, soit 256 familles et un jardin partagé au titre de la Maison des Jeunes et de la Culture. Donc, dans un premier temps, effectivement, donc par rapport à tout ce qui a été dit par Laurence tout à l'heure, donc ces jardins sont situés en pied d'immeuble dans une ville de banlieue sud de la région parisienne, très ouvrier, enfin peuplée principalement d'une trentaine de mille habitants, avec une répartition de l'ensemble des couches sociales, mais avec un fort lot d'appartements sociaux. Donc, ces jardins actuellement constituent 6 hectares 8, dont 3 hectares et demi sont cultivés, le reste étant lié un peu à des aspects de biodiversité. Et au fil du temps de la construction de ces jardins, c'est aussi devenu un parc urbain ouvert à l'ensemble de la population pour y cheminer, s'y détendre au milieu des parcelles. Donc cette interdiction d'abord a été incomprise de tout le monde en disant pourquoi on n'a pas le droit d'aller un petit peu dans la nature. Donc effectivement, elle correspond, cette incompréhension correspond à la nécessité absolue pour ces familles comme le disait Laurence, d'un accompagnement de production alimentaire, mais également de bien-être à vivre et de bien-être social en relation avec l'ensemble des adhérents et des familles qui sont là, puisque c'est un lieu de convivialité fort. Beaucoup sont nés sous le 45e parallèle et donc la cuisine en extérieur est quelque chose de génétique entre guillemets, ou tout au moins de fortement culturel. Donc une frustration qui fut augmentée par les conditions météorologiques qui à partir des dernières pluies de mars ont été plutôt un printemps ensoleillé et favorable à la culture, et puis une nécessité absolue puisque l'association qui gère les jardins également produit ses propres plants, et donc la période de mars étant celle de la poursuite des semis qui ont lieu en février et de cette production, également nourrir les abeilles et le poulailler collectif qui est intégré à ces jardins. Voilà, donc il fallait organiser ce dispositif, et donc effectivement à partir du 16 mars jusqu'au 4 avril,
Donc, seuls les membres du bureau ont eu accès au jardin pour construire, faire vivre tout ce qui était en cours. Donc, soit bien entendu le rucher, les plants dans les serres, et puis à réfléchir aux modalités sur comment on allait pouvoir ouvrir progressivement, parce qu'on s'est dit que c'était pas tenable de laisser les jardins fermés, et donc il fallait construire un dispositif qui permette aux jardiniers de venir. Donc à partir du 4 avril et sur une période de 15 jours, donc il y a eu une ouverture d'1 heure par un jardinier par parcelle en alternance, le matin et l'après-midi, en respectant les gestes barrières et avec 2 jours où la police municipale est venue un peu pour donner un caractère officiel à ce dispositif, avec une fonction entre guillemets plus pédagogique que répressive, bien entendu. Mais c'était pour montrer qu'il était important de respecter ces gestes barrières, puisqu'il ne s'agissait pas d'aller à l'encontre des directives sanitaires qui étaient prises par les autorités. Et puis progressivement, on est passé rapidement à 2 heures vu que tout se passait bien. Et ensuite, à partir du 1er mai, on est passé à 3 heures, ce qui permettait vraiment une continuité de production horticole où les gens de la famille pouvaient se relayer entre les compagnes et les compagnons. Et bien, malheureusement, les enfants, compte tenu de la décision qui était prise d'arrêter l'école, n'étaient pas malheureusement autorisés à venir au jardin. Donc, il a fallu organiser tout ça au niveau des 15 administrateurs qui contrôlaient l'accès, malheureusement, pour que personne ne vienne, disons, perturber ce dispositif qui nous paraissait être le minimum, mais utile. Donc ensuite, à partir du 10 mai, on peut revenir peut-être, voilà, on a eu d'organiser la vente de plantes que vous voyez sur la photo de droite, où voilà, c'est environ 5000 plants qui sont produits collectivement et qui sont distribués aux jardiniers. Donc il a fallu organiser ça, puisque habituellement ça se fait de manière spontanée, mais là il fallait que tout le monde en ait et que personne ne soit lésé, et donc il fallait organiser très fortement cette chose-là, mais ça a permis, dans une très bonne ambiance, de remettre un peu le pied à l'étrier de tout le monde, puisqu'à partir du 11 mai, les jardins furent ouverts définitivement, sauf en limitant encore l'accès aux enfants, et pas de barbecue pour éviter les repas trop festifs qui auraient pu concourir au développement. Si on regarde un peu les résultats de cette crise, donc il y a eu des impacts positifs et bien entendu des impacts négatifs. Sur le positif, il y a eu moins d'incivilités mineures qui sont liées effectivement au fait que, comme tout le monde vient dans le jardin, bien, et que nous n'avons pas d'autorité particulière sur l'ensemble des gens qui y pénètrent, il y a eu moins d'incivilités mineures, des meilleures relations entre jardiniers. Ce qu'on a pu s'apercevoir, c'est qu'effectivement, les gens qui étaient présents nous ont tous dit qu'ils étaient contents de pouvoir se retrouver, que c'était important, qu'ils demandaient des nouvelles de leurs voisins, que globalement, c'était un système relationnel qui a permis ces échanges-là, puisqu'ils sont nécessaires, mais qui a permis aussi de prendre des nouvelles de l'ensemble des personnes. Et également, pour le conseil d'administration, il y a eu effectivement une meilleure connaissance du profil des gens, puisque malheureusement, les contrôles ont fait que les gens étaient obligés de se parler, de discuter, d'approfondir, d'expliquer sur leur vie, pourquoi ils venaient, voilà, il y a eu un système relationnel plus important, et puis également plus d'entraide, puisque les jardiniers nous ont dit, oui, mon voisin, il est coincé au Maroc, il est coincé en Turquie, donc qu'est-ce que je peux faire pour l'aider? Et donc, on a eu un système d'entraide qui s'est mis en place. Sur les aspects négatifs de cette crise, ils ont principalement été sociaux, puisque toutes les manifestations un peu traditionnelles et festives qui ont lieu sur les jardins au cours de ce printemps et même de la fin de l'été ont été annulées, de fait d'éviter
la proximité de trop grands rassemblements. Il y a une semaine de report dans la vente des plants et une demande plus importante d'intervention mécanique sur les parcelles en reprise, puisque les jardiniers qui n'avaient pas pu faire compte tenu du peu de temps qu'ils avaient, nous ont demandé d'intervenir de manière mécanique sur le sol, ce qui n'est pas très favorable, mais qui a été nécessaire compte tenu de la mise en place des légumes. Des jardiniers en difficulté, comme je disais, à l'étranger, qui malheureusement ont dû revenir pour certains que durant l'été, et c'était un petit peu plus compliqué pour eux. Bon, dans l'ensemble, et compte tenu des conditions climatiques exceptionnelles, la crise, en fin de compte, a eu peu d'impact sur la production, parce qu'il a fait très beau jusqu'en octobre, et qu'effectivement, les récoltes, qui sont quand même beaucoup de récoltes estivales, donc surtout les légumes et les fruits d'été, que sont toute la production autour des solanacées principalement, ont pu être conduites sans aucune gêne, et que le partage habituel, parce que les dons, les échanges et de graines et de légumes ont pu se faire. La seule chose qui a été sûrement diminuée, c'est les échanges de repas que les gens peuvent avoir, puisque les barbecues ont été pendant un certain temps interdits. Et puis, en fin de compte, les travaux d'intérêt général qui sont conduits régulièrement sur le site, puisqu'il faut faire vivre l'ensemble des ateliers, l'ensemble de l'entretien général du site, qui comporte des voiries, des plateformes de compostage collectif. Donc tout ça a été à peu près respecté, voire mieux, puisque si on fait des mesures, les jardiniers sont moins partis en vacances forcément, et donc effectivement, à partir de juillet, les jardins ont été manifestement très utilisés par l'ensemble de la population et de la population non jardinière. Voilà, donc j'ai dit oser gérer la crise, parce qu'effectivement, ça a été une décision un peu à l'encontre des autorités, de se mouiller, de prendre sur nous la décision de faire cela avec des autorisations qui ont été reconduites dans ce deuxième déconfinement pour que, comme le disait Laurence, les gens, au moins pour les administrateurs, la venue au jardin soit considérée comme un travail, et que donc les gens bénéficient de cette autorisation qui les dédouane vis-à-vis des autorités de contrôle. Voilà, donc une expérience à suivre. Globalement, dans la ville, comme toutes les villes, bien entendu, de banlieue, il y a une explosion de la demande d'aide. Donc la municipalité, en accord avec les associations caritatives, ont mis des choses en place durant cette période compliquée. On a créé un atelier de construction de masques qui évolue maintenant vers un atelier d'insertion par le travail de couture. Il faut aussi compléter les moyens à donner à ces associations caritatives, voire même d'aller plus loin. Et ça, c'est actuellement en cours. Et donc, les jardins, bien entendu, participent à ça. La demande a été constante. On a 170 familles qui attendent un jardin. Si on regarde bien, sur notre ville de 30 000 habitants, les jardins intéressent plus d'1 millier de personnes directement, sans parler de ceux qui sont visites. Donc c'est 1/30 sur un petit bout de territoire de 5 hectares, 1/30 de la population est complètement impactée directement par la production des jardins. Voilà, je serai à votre disposition pour continuer d'échanger sur ce principe-là. Voilà. Merci à toi, Julia. Merci beaucoup, Gilles. J'invite du coup Sophie et Edge à allumer son micro et sa caméra. Merci. Voilà, je te laisse la parole.
D'accord, merci. Donc, bonjour à tous. Donc, je suis Sophie Égé, chargée de projet alimentaire digne et durable pour le Pays Terre de Lorraine. Donc, c'est un poste qui a été créé suite à l'ampleur prise par une démarche collaborative qui s'appelle de la dignité dans les assiettes. C'est une démarche qui explore sur le territoire les manières d'accéder à une alimentation de qualité pour tous, du point de vue des élus, des habitants, des associations, des professionnels du social et du développement territorial, des agriculteurs et des personnes connaissant la précarité économique et alimentaire. Donc, les axes de travail comportent une partie sur les pratiques, la parole, la valorisation de l'expérience à travers notamment une pièce de théâtre qui est en cours de création, mais aussi des projets concrets, plus terre à terre, d'accès à une alimentation de qualité. Et donc, cela passe par des recherches de fonctionnement d'achat groupé et ce qui nous intéresse aujourd'hui, l'accès à la terre pour des jardins nourriciers. Donc, je vais parler du projet de jardin collectif nourricier de Neuve Maisons, qui est une commune du territoire Terre de Lorraine, qui a lancé cette action depuis 2019. Mais aussi, je vais parler du réseau de jardins nourriciers qui commence à prendre forme aussi sur le territoire. Donc, le projet de Neuve Maisons s'est concrétisé début 2019 avec la mobilisation d'habitants dans une belle mixité sociale, avec l'appui de la commune pour la mise à disposition d'un terrain. La mobilisation a été le fruit du travail en stage en 2019 de l'AMSEN, qui est revenu en stage en 2020, dont le travail de terrain a été vraiment une clé du développement du projet. Donc, l'AM est aujourd'hui embauché pour 1 an pour continuer ce travail auprès de plusieurs communes. Donc, si je vais reprendre un peu chronologiquement ce qui s'est passé cette année. Donc, au début de l'année, en mars, sur ce terrain de la parcelle de Neuve Maisons, a eu lieu une première matinée de travail, qui a été un peu du déblayage, défrichage, avec la volonté de revenir tous les samedis suivants. Et donc, c'est une action qui a été coupée nette dans son élan. Donc, le confinement fin mars a été un obstacle à la fois vraiment pour le jardinage, alors que la saison du jardin commençait, sur une parcelle qui était en friche depuis des années. Donc, il fallait donc terminer de nettoyer, il fallait travailler le sol et lancer les semis et les plantations au plus vite, ce qui n'a pas pu se faire. Ça a aussi bloqué les démarches administratives, sachant que le bureau de l'association, qui n'avait pas d'expérience associative préalable, s'est retrouvé coincé avec une sorte d'angoisse collective. Donc, les processus administratifs, comme simplement la mise en place d'une assurance, ont été tout simplement bloqués et le bureau était tout à fait désemparé devant ce confinement. Et enfin, il n'y a pas eu de démarche de gouvernance ou de concertation qui aurait pu porter l'association pendant le confinement. Et donc, les personnes qui s'étaient mobilisées à partir de cette première journée de travail au mois de mars n'ont pas continué à collaborer pendant le confinement, pas à distance. Donc, c'était dû à l'incertitude de la fin du confinement, un peu semaine après semaine, et aussi parce que c'est des personnes qui étaient vraiment motivées par un projet concret, un travail de terrain, et pas du tout par des réunions au téléphone pour monter des projets sur le papier. Donc, ces personnes ont aussi exprimé un souhait de reprendre au plus vite. Donc pendant tout le confinement, l'AM en particulier a fait des entretiens téléphoniques avec les personnes, en partie aussi pour garder le lien, et avec elles, juste le lien social, et aussi pour garder la dynamique de mobilisation du projet. Et donc, tous ont vraiment manifesté le souhait de revenir sur le jardin au plus vite. Et donc, on a eu aussi des impulsions extérieures qui ont aidé à la reprise ou à la réel début du projet, qui ont été des impulsions extérieures, en particulier l'arrivée de Plan, un producteur local qui a donné des plans, plusieurs chargements assez importants entre fin mai et jusqu'à début juillet aussi, de ces plans de fin de saison. Donc, ça a été une ressource très importante pour démarrer le projet, à la fois pour motiver les gens à revenir dès fin mai, parce que donc les plants sont arrivés, il a fallu les planter, donc préparer le terrain immédiatement pour le faire, et aussi parce que ça a donné une motivation, parce qu'on a commencé à récolter dès fin juin,
Et donc, on a pu voir les fruits du travail rapidement et abondamment. De l'autre côté aussi, je veux bien rester sur la diapo encore. Ouais. De l'autre côté, il y a plusieurs personnes qui ont préparé des semis chez eux et qui étaient contents de les apporter au jardin. C'est aussi une idée qu'on a pu faire passer pendant les entretiens téléphoniques, de garder concrètement le lien avec le jardin en disant vous pouvez préparer des semis chez vous et puis on les mettra dès qu'on pourra revenir au jardin. Donc voilà les deux aspects, à la fois préparer ses propres plants et puis recevoir des plants en don qui sont très bien démarrés, ont été très importants pour le jardin. Donc c'est des plants qui ont aussi été donnés plus loin que juste ce jardin de 9 maisons. C'est le début de notre réseau de jardins nourriciers et qui ont permis en particulier de faire démarrer d'autres jardins d'associations, de centres socioculturels ou de jardins associatifs qui n'ont pas du tout fonctionné pendant le confinement, qui ont repris très lentement dès la fin du confinement. Et par contre, pour les personnes, donc les particuliers qui avaient l'habitude du jardin et qui ont eu accès à leur jardin pendant le confinement, fin mai, c'était déjà trop tard quand les plants sont arrivés. Eux, ils avaient déjà préparé les leurs. Et donc, leur production était déjà pas mal assurée à ce moment-là. Donc, si on passe sur la diapo 4, la saison donc 2020 qui était caractérisée par vraiment une belle équipe et de la solidarité, des récoltes abondantes et la consolidation de l'association. Donc, après le confinement, c'était toujours une situation de crise, mais les jardiniers sont venus, ils en avaient l'envie. Et il y a une formidable solidarité à la fois des agriculteurs voisins, donc sur ces parcelles de jardins familiaux, du producteur qui nous a donné des plants, la communauté de communes qui a donné du compost et est venue faire une formation, vraiment des facteurs de l'avancée des travaux qui étaient une clé, qui était surprenant aussi de voir cette belle solidarité. Et donc, pour vraiment un début du jardin le 23 mai, on a eu les premières récoltes le 6 juillet, donc avec des courgettes et des haricots. Les récoltes ont eu lieu tout l'été et l'automne. Le partage entre les jardiniers se fait donc le samedi avec des belles cagettes pour toutes les personnes présentes à chaque fois. Un partage qui se fait selon les envies, aussi dans l'abondance de certains légumes. Ça a pu être apporté à d'autres familles par l'intermédiaire du Secours populaire et du CCAS, par exemple. Donc l'aspect nourricier de ce jardin est garanti à la fois par la surface, donc ces 2000 mètres qui ont pu être cultivés cette saison, et aussi la présence en particulier d'une famille qui a eu une parcelle particulière et qui a aussi entretenu la parcelle commune jour après jour. Et voilà, entre eux et plusieurs autres membres de l'association, le travail d'arrosage a pu être assuré tous les jours entre les temps de travail hebdomadaires. Donc, c'est vraiment du lien qui a été créé entre les habitants à travers le travail ensemble, aussi des apéros qu'on a pu faire dans les périodes de l'été, quelquefois. Donc, un vrai lieu de vie, de rencontre, de partage, avec l'intégration des jardiniers qui ont des parcelles autour de cette parcelle associative et qui ont pu s'engager aussi ponctuellement comme ils en avaient envie. Donc le reconfinement, pour terminer sur l'année, donc ça a été un peu pareil, un peu différent. On a bien vu aussi que les effets du premier confinement, il y a une espèce d'impact psychologique négatif sur les habitants aussi. Et donc, à l'annonce du reconfinement, la première réaction du bureau, c'était à nouveau plutôt un peu sur le registre de la culpabilisation. Et si on ouvre et s'il se passe quelque chose, donc c'était plutôt pour ne plus donner l'accès à la parcelle. Et au final, ça a été fait et avec un accès très serein et efficace. Donc ce qui a aidé, c'est à la fois que ceux de l'association qui sont des jardiniers expérimentés avaient déjà un programme très pragmatique pour les semaines à venir, donc finir les récoltes, entretenir les plantations de fin d'automne, nettoyer, aménager la parcelle, et aussi l'information sur le ministère de l'Agriculture qui a autorisé l'accès au jardin sans la limite de 1 heure, 1 kilomètre, donc qu'on a eu par Christine Aubry.
Et donc, les résultats et perspectives de cette expérience, c'est à la fois donc l'expérience de ce jardin de 9 maisons après 2 ans de travail du Pays Terre de Lorraine. On a maintenant l'intérêt d'autres communes, donc on a du travail à faire auprès d'eux pour les accompagner dans cette démarche avec l'objectif nourricier. Et pour le réseau avec les particuliers, les associations sur Terre de Lorraine et autour aussi du territoire, le fonctionnement est en bonne voie de construction pour répondre aux besoins et faciliter la production nourricière des légumes. Voilà, c'est terminé pour moi. Merci beaucoup, Sophie. J'invite du coup Gilles et Laurence à nous joindre. Et Sophie aussi, si tu peux allumer ton micro et ta caméra. Donc, je ne sais pas si il y a des questions spécifiques. Sinon, voilà, je voulais quand même remercier pour ces témoignages et je voulais effectivement poser voilà, une première question, savoir si effectivement vous trois, vous étiez un peu témoins d'un nouvel engouement, d'une augmentation des demandes à la fois des citadins. Et si j'ai bien compris, Sophie, il y a aussi d'autres municipalités qui veulent bien répliquer et multiplier votre expérience sur votre territoire. Donc, est-ce que, à votre avis, c'est quelque chose que c'est vraiment, comme l'a souligné Laurence, vraiment un instant de survie, ou c'est vraiment quelque chose qui a fait un déclic pour dire qu'on peut vraiment avoir à produire autrement et avoir une nouvelle relation avec voilà, la nature, la terre, et de se réapproprier un peu ces gestes aussi du jardinage. Donc, c'est quelque chose que vous estimez que ça peut durer aussi après la crise. Et voir un peu, à votre avis, comment le plan de relance aussi du ministère pourrait aider. Donc, quels sont les leviers et aussi les clés un peu du succès pour pérenniser ces initiatives et les démultiplier. Après, il y a aussi Nicole Darmon qui voudrait bien intervenir, donc je lui donnerai la parole par la suite. Donc, je vous laisse un moment pour répondre voilà, à ces suggestions. Donc, je ne sais pas si on peut commencer par Sophie, comme ça on fait au contraire. D'accord. Donc oui, effectivement, nous sur le territoire Terre de Lorraine, on a vu une augmentation de l'intérêt pour les jardins collectifs et nourriciers. Et c'est vraiment ces deux dimensions à la fois du lien social et de l'alimentation qui ont une résonance auprès des communautés, enfin des collectivités qui nous ont contactés pour continuer avec eux. Et il y aura un lien avec les projets alimentaires territoriaux, donc il y a un lien à faire avec les pâtes. Oui, ça s'inscrit vraiment dans le projet alimentaire territorial. Nous, on est dans une démarche qui est inscrite dans le PAT qui est du Sud 54, et ça fait partie vraiment de ce que les politiques peuvent soutenir pour s'approprier ces questions d'alimentation aussi. Merci. Oui, enfin également à plusieurs niveaux. Donc sur Rissorangis, on a à la fois ces jardins familiaux donc, qui existent depuis maintenant 20 ans, un jardin partagé en pied d'immeuble qui est géré par le bailleur social. Et puis on est en train de mettre en place un programme d'agriculture avec installation de deux maraîchers. Ce que je veux dire par là, ça c'était en cours déjà avant la crise, mais la crise, c'est le résultat, c'est les gens qui n'arrêtent pas de me demander quand est-ce que les agriculteurs vont produire, quand est-ce que voilà, on a une vrai besoin, et donc dans les jours qui viennent, il y a une AMAP qui existe déjà, qui veut déjà prendre contact avec ces maraîchers avant qu'ils ne soient vraiment installés. Et puis au sein de la communauté d'agglomération à laquelle la ville appartient, bon, j'ai beaucoup de demandes de responsables nouveaux qui ont été élus en mars et qui, voilà, donc le 18 par exemple, je vais sur la ville d'à côté de Corbeil-Essonnes rencontrer des gens pour choisir des lieux où des activités comme celles que l'on mène seraient possibles. Donc c'est, je pense, hein, comme le disait Laurence, les crises ont toujours favorisé le fait
repratiquer une agriculture de proximité et qui permet de subsister. On le voit bien dans nos banlieues, où les primo-arrivants sont souvent des gens qui sont proches de la terre. Si je regarde bien les différentes communautés d'origine, hein, je parle pas de voilà, je vois très bien comment ça se passe. C'est-à-dire que les populations qui arrivent, beaucoup de Turquie par exemple, puisque j'ai 52 familles sur le terrain qui sont originaires de ce pays. Quand je parle avec les gens, ils ont tous des attaches très très proches avec la terre, et c'est un bonheur pour eux de pouvoir s'insérer. C'est un lieu vraiment réellement alimentaire et d'insertion. Parce que je vous prie de croire que la quantité de tomates, de piments qui sont produits doivent satisfaire les besoins de la famille et aux alentours. Même si la monoculture est interdite et que les parcelles font 100 mètres carrés, je peux vous assurer qu'il y a des systèmes de production qui sont des systèmes de production de haute qualité environnementale, d'une part, et qui sont vraiment des systèmes agronomiques intéressants et des échanges. On le voit bien. Sur l'alimentation, il y aurait sûrement des choses à faire. Quand je vois avec les gens d'origine capverdienne qui cultivent de manière tropicale, les gens d'origine asiatique qui ramènent tous les nouveaux légumes, il y a on est sur ces programmes de biodiversité. Et si on parle de bien-être alimentaire, c'est pas manger que des pommes de terre et frites. Hein. C'est aussi d'avoir accès à une multitude de ressources alimentaires différentes qui permettront sûrement au niveau équilibre vitaminique minéraux d'avoir une alimentation très 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 saine. Je finis là-dessus. Dans notre ville, on est sur des états généraux, on a appelé post-Covid, enfin on ne sait pas où dans le Covid, parce qu'on y est. Effectivement, on a pensé climat, on a pensé transport, on a pensé éducation, et on est en train de penser demain alimentation. Comment faire un travail conscient et concerté sur l'alimentation. Et j'ai une question qui vous concerne, effectivement, quelles sont vos sources de financement? Est-ce que vous répondez à des appels à projets comme celle de la rue sur les quartiers fertiles? Alors, sur la mise en place des jardins familiaux à Rissorangis, il y a pas eu d'appel à projet. Il y a eu une politique de l'agence nationale, de l'agence régionale des espaces verts de soutenir les municipalités qui souhaitaient en faire. Donc, la vraie question, et que je voulais peut-être répondre là-dessus tout à l'heure, c'est comment on accède au foncier. La vraie question, et c'est une question fondamentale, c'est-à-dire que le foncier, à qui appartient-il? Comment préserver le foncier agricole qui est encore disponible et qui ne doit pas être urbanisé? Ça, c'est des vrais enjeux, et qu'effectivement, le plan de relance, je pense pour la 4e tranche des jardins familiaux qui est prévu, c'est intéressant qu'on voit comment on peut l'avoir, mais principalement, c'est les municipalités qui ont fait le job. Les associations, quand elles le gèrent bien, quand il y a une bonne gouvernance, et ça on a vu avec Jassure, ce que disait Laurence, quand la gouvernance est bien menée, parce que le projet a été bien pensé au départ, parce que c'est aussi important, on peut faire des choses avec les moyens. Avec 100 € actuellement, chaque jardinier à Rissorangis paye 100 € à l'année, eau comprise. Et avec ça, je peux vous assurer qu'on peut avoir une bonne gestion, permettre plein de bonheur et avec des activités de manière importante. Donc, on peut faire avec peu et produire à peu près 3 fois plus qu'un mètre carré de blé. Hein, si on prend la productivité primaire, ça ne doit être que une orientation possible et nécessaire. Juste pour répondre à ta première question, Julia, sur le caractère durable ou pas de ce qu'on observe là, à l'heure actuelle. On a des mouvements d'accordéon sur ces politiques de jardinage, c'est-à-dire que, en tout cas, c'est la leçon du XXe siècle là aussi, c'est-à-dire que quand on a eu besoin de récupérer des terrains dans les années 60, à partir des années 60 avec les liés aux décolonisations, il a fallu construire très vite. Beaucoup de jardins familiaux ont été détruits à ce moment-là. Donc, les crises se succèdent de certaines manières et en fonction des urgences du moment, les jardins familiaux ou les jardins partagés vont être promus, au contraire,
tout cas, c'est ce qui s'est passé dans les 50 dernières années, risque d'être en recul. Moi, je dirais que là, la crise est un peu différente parce qu'elle est, c'est un millefeuille, c'est une crise climatique, c'est une crise sanitaire, c'est une crise économique, c'est une crise sociale. On a aussi tout aujourd'hui un volet autour du travail et on voit bien avec le télétravail, d'une interrogation des modes de travail, etc. Il y a un certain nombre de familles en France qui sont en train de faire d'autres choix de mode de vie et notamment de quitter les grandes agglomérations. Moi, j'ai le sentiment que c'est quand même un mouvement assez profond. Je pense on va, dans les années qui viennent, effectivement, savoir si ce mouvement est durable ou pas. Mais je crois qu'il y a quand même une remise en cause là, des modes de vie urbains, très urbains en tout cas, en partie, une interrogation de la durabilité de ce modèle. Il y a eu beaucoup de crises qui ont frappé les grandes agglomérations. Hein. C'est aussi lié au risque attentat, par exemple, qui font qu'un certain nombre de personnes se sentent moins en sécurité aujourd'hui dans les grandes villes. Et l'insécurité alimentaire, elle participe de cette insécurité-là. Donc, je pense que la question des circuits courts, de l'approvisionnement, etc., est une question qui redevient centrale pour un certain nombre de personnes. Et aussi le bien-être qui est apporté par cette relation au vivant. Je pense qu'il y a un certain nombre de familles en ont pris vraiment conscience là pendant le confinement. 17% des Franciliens ont quitté l'Île-de-France au printemps, juste avant le confinement, pour notamment aller à la campagne, dans la famille ou chez des amis ou dans leur propre maison de campagne. Donc, c'est pas rien. Et je pense que les effets de la crise vont être durables. Et aussi, malheureusement, les effets économiques de la crise, je pense qu'il va falloir plusieurs années, même avec les plans de relance annoncés, avant qu'un certain nombre de personnes puissent sortir de la grande précarité dans laquelle la crise les a plongées. Donc, la question de l'aide alimentaire va rester un point, à mon avis, important des politiques publiques dans les années qui viennent. Merci. Donc, je vais essayer de laisser la parole aussi à Nicole Darmon, directrice de recherche à l'INRAE à Montpellier. Donc, normalement, j'ai activé son micro. Ça marche? Oui. Vous m'entendez? Oui, très bien. Super, merci beaucoup. C'était très, très intéressant. Et j'avais envie de vous parler un petit peu des résultats de l'étude qu'on a menée à Montpellier, qui a fait l'objet d'une thèse, la thèse de Marion Paré, qu'elle va soutenir le 14 décembre. Et d'ailleurs, tout le monde peut y assister puisque c'est fait entièrement en visio. En fait, donc vous savez que je participais à l'étude Jassure. On se connaît pour la plupart d'entre nous. Et dans Jassure, nous avions mené une étude observationnelle dans des quartiers nord de Marseille, dans des jardins, petites parcelles individuelles de pieds d'immeubles dans des quartiers pauvres. Donc. Et là, on avait mené une étude quantitative et qualitative. Le qualitatif avait confirmé l'estime de soi, enfin le potentiel quant à l'estime de soi et au bien-être des jardins, hein, c'était extrêmement net. Et puis le quantitatif, lui, avait mis en évidence la faible production de ces parcelles. Donc malgré une faible production, on avait tout l'effet sur le bien-être et une différence en termes d'achat en fruits et légumes entre les personnes qui avaient un jardin et puis des témoins qui habitaient les mêmes quartiers. Et c'était une différence extrêmement importante. En tout cas, en nutrition, c'est rare qu'on voit ça, puisqu'il y avait 150 grammes par jour et par personne du foyer, en plus de fruits et légumes épluchés, donc vraiment 150 grammes comestibles, entre les personnes qui allaient dans ces jardins, nos jardinières, et puis des personnes des mêmes quartiers. Donc, ça a vraiment donné envie d'aller plus loin et surtout de mener une étude qui permette de répondre aux limites de cette étude qu'on a menée dans Jassure et de toutes les études qui sont menées actuellement, jusqu'à aujourd'hui, sur les jardins, qui sont toujours des études observationnelles transversales. C'est-à-dire qu'on va dans un jardin, on enquête les jardiniers qui sont là à un moment donné, et puis c'est tout, et au mieux on compare à des témoins, mais on ne suit pas les jardiniers. Donc là, on s'est donné les moyens de suivre les jardiniers pour faire une étude longitudinale. Donc c'est l'étude Jardins, Jardin pour une alimentation durable et saine,
à Montpellier. Alors, je suis un peu hors sujet parce qu'elle a été terminée avant la crise du Covid. Hein. Heureusement d'ailleurs pour nous et pour Marion qui a pu avoir ces résultats. Donc l'idée c'était d'aller dans tous les jardins de Montpellier et de leur demander de nous signaler si à chaque fois qu'il y avait un nouvel entrant, de nous donner son contact et Marion proposait à la personne de rentrer dans l'étude. Et rentrer dans l'étude, c'était quoi? C'était juste à l'entrée, donc avant, quoi, à T0, faire un certain nombre d'enquêtes sur les aspects alimentation, activité physique, lien social, connexion à la nature, sensibilité au gaspillage. Enfin, c'était assez large. Hein. On a eu vraiment, on a appelé ça les styles de vie durables, l'enquête sur les styles de vie durables avec des approches à la fois déclaratives et d'autres qui n'étaient pas déclaratives, qui étaient par exemple le port d'un actigraphe pour mesurer quantitativement l'activité physique, par exemple. Et pour l'alimentation, on a utilisé la même méthode que dans J'assure, c'est-à-dire qu'on a regardé de très près les achats alimentaires du foyer et la part des produits du jardin dans ses approvisionnements alimentaires totaux. Et donc, elle a fait ça à T0 avec... Elle a trouvé une soixantaine de jardiniers nouveaux entrants. Donc, en fait, elle a vraiment regardé tous les jardins de Montpellier et tous les nouveaux entrants ont été contactés. Il y a eu un fort taux de participation, mais malgré tout, ce n'est pas quand même énorme. Hein. Ça fait pour toute la ville de Montpellier, donc 60 jardiniers qui ont été comparés à 60 non-jardiniers. Et ces personnes n'ont été vues à T0 et puis à T1. Et donc, on a pu comparer l'évolution ou l'absence d'évolution et la différence ou l'absence de différence entre ces deux groupes. Donc, j'arrive aux résultats. Les résultats, c'est qu'on a confirmé sur le côté des productions, les faibles productions qui avaient déjà été observées dans J'assure. Okay, ça s'élève quand on fait une moyenne. Alors, évidemment, il y a beaucoup de variabilité et ça a été montré par Jeanne. Mais en tout cas, la moyenne, elle est faible, puisqu'elle est à 20 grammes par jour et par personne du foyer. Et puis surtout, et c'était une grosse déception, mais finalement, vous verrez que cette déception, on l'a surmontée parce qu'on l'a comprise, on a compris les résultats. Mais la déception, c'est qu'on n'a vu aucune modification liée à la participation au jardin de ces nouveaux jardiniers pendant 1 an, ni sur l'alimentation, ni sur l'activité physique, ni sur l'impact environnemental des achats, ni sur un indicateur d'isolement et de lien social, ni sur la connexion à la nature, ni sur la sensibilité au gaspillage. Alors, grosse déception, on essaye de comprendre pourquoi et heureusement, on avait une étude qualitative associée à toutes ces choses plutôt quantitatives. Et en fait, ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait beaucoup de freins. Les nouveaux jardiniers qui rentrent dans ces jardins, alors je ne parle pas de tous les jardins, mais voilà, les jardins de Montpellier, quand ils accueillent un nouveau jardinier, ben en fait, ces nouveaux jardiniers, ils rencontrent beaucoup de freins. Premier frein, c'est manque de temps, éloignement. Deuxième frein, c'est la difficulté physique du jardinage pour certains. La troisième, c'est manque de connaissances en jardinage. Le quatrième, c'est conflit, difficulté pour s'intégrer et découragement. D'ailleurs, il y a eu 16 abandons au cours de l'année. Donc, se comparer avec la littérature internationale, c'est très difficile, c'est même impossible, parce qu'aujourd'hui, c'est la seule étude longitudinale sur les jardins partagés en population générale. Il y a Jill Litt qui est en train d'en mener une à Denver et on aura les résultats, je pense, d'ici quelques mois. Donc, difficile de se comparer à la littérature exactement sur ce sujet-là du lien entre jardin partagé et santé. En revanche, la littérature montre tout à fait l'effet positif, évident, démonstratif des jardins thérapeutiques d'une part et des jardins pédagogiques d'autre part. Et qu'est-ce qu'il y a de spécifique dans les jardins thérapeutiques et les jardins pédagogiques?
c'est qu'ils sont extrêmement encadrés avec des animations régulières et un soutien vraiment par un fort accompagnement. Donc, désolée si j'étais un peu longue, mais ma conclusion et notre conclusion à l'issue de tout ce travail, hein, c'est 3 ans de thèse plus une année pratiquement de préparation avant, donc c'est assez énorme. Et donc, nous, ce que nous pensons, c'est que pour que les citadins puissent pleinement profiter des bénéfices potentiels probables des jardins, parce que moi, je continue à penser qu'il y a un fort potentiel, hein. Je le pense, mais ça ne pourrait marcher, je pense, que sous certaines conditions. Et les conditions, c'est la proximité, voilà, vraiment les jardins en pied d'immeuble, des projets menés en concertation avec les habitants. Troisièmement, pouvoir proposer des parcelles individuelles. Alors, pas forcément la taille des jardins familiaux, mais au moins des parcelles individuelles. D'ailleurs, on a bien vu la différence entre Marseille, où c'était des petites parcelles individuelles, et Montpellier, où la moitié étaient des parcelles vraiment gérées collectivement, et le collectif, c'est pas facile pour tout le monde. Et puis, très important, un autre point, c'est de cibler les personnes qui en ont le plus besoin, en fait. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut faire un recrutement actif, aller vers, par exemple, faire du porte-à-porte. Et puis évidemment, mais je pense qu'on est tous d'accord, un vrai accompagnement par des professionnels, des gens qui aient des compétences en termes d'accompagnement social, donc des travailleurs sociaux, parce qu'on en a besoin pour la gouvernance et la gestion des conflits, mais il faut aussi que ce soit des gens qui soient capables d'avoir des compétences en agronomie. Donc, voilà, on a aussi parlé souvent dans ce réseau de la nécessité d'avoir peut-être des formations ad hoc pour les jardins, parce que ça demande des professionnels un peu hommes ou femmes orchestre. Voilà, merci de m'avoir laissé la parole. Non, merci à vous pour ces témoignages. Si la thèse, effectivement, c'est possible assister effectivement à la soutenance, je vous invite à mettre peut-être les liens ou voilà, voir comment les informations. Voilà, parce qu'il y a des participants qui seront intéressés à participer. Effectivement, je voulais un peu rebondir sur votre conclusion, parce qu'effectivement, il faut faire quand même attention d'éviter l'exposition au risque et être attentif à la qualité des espaces et aux ressources qu'on met à disposition aux jardiniers. Donc, faire attention effectivement à la qualité de l'eau, à la qualité sanitaire des sols, etc. Donc, c'est vraiment important de limiter l'exposition au risque des jardiniers. Donc, je prends les dernières 2 questions et après, on se prend 3 minutes de pause. Donc, j'avais une question pour Sophie par rapport à quels sont vos partenariats pour la mise en œuvre du réseau nourricier? Oui, alors pour aller très vite, donc nos partenaires en priorité, c'est les communes et les structures et aussi les associations et les particuliers qui ont des jardins et qui sont intéressés par cette démarche de dire on veut mettre au centre le nourricier et on veut pouvoir mettre en commun à la fois les compétences, les connaissances, des opportunités, des échanges de graines ou de plants, de légumes. Et les partenaires qui ont été vraiment importants cette année, c'est les agriculteurs et les producteurs de plants qui ont donné des plants qui ont pu être distribués dans ce réseau-là aussi pour compléter les jardins à la fin du printemps. Un jardinier pédagogique du conseil départemental aussi, avec qui on a prévu pour l'année prochaine de faire des séries de formations qui pourraient être suivies par tout le monde. Et du point de vue financier, on a des financements donc à la fois pour mon poste et pour le poste de l'AM, donc mon collègue qui est en particulier sur cette thématique-là, et donc qui se fait en partenariat avec en particulier la chaire agriculture urbaine, Carasso, et d'autres partenaires financiers qui sont avec nous sur cette démarche-là. Merci. Et j'avais une dernière question pour Gilles Mélan.
est-ce que vous faites tourner les micro-parcelles entre les familles entre saisons? Alors, non. Les parcelles sont attribuées à la famille tant qu'elle respecte le règlement intérieur ou soit elle quitte la ville et elle perd son jardin, puisque c'est réservé aux habitants riçois, quels qu'ils soient. Principalement, au tout début, c'était qu'en appartement. Maintenant, c'est aussi ouvert aux petites maisons de ville qui ont très peu de jardin. Mais les gens conservent leurs parcelles tant qu'ils respectent le règlement intérieur. Cette question qui avait été posée effectivement au sein de Jassur, entre autres par Cyril Pouvel du CEREMA de Lyon, qui m'avait dit « Gilles, c'est une privatisation de l'espace public ». Là-dessus, je suis intervenu en disant qu'effectivement, c'était une de mes interrogations, mais sans qu'il y ait appropriation du terrain par la famille, ça me semble être une nécessité importante, qu'il y ait une pérennité dans une projection dans le temps de culture, de façon à respecter le sol et à respecter un certain nombre de principes. Par rapport aux éléments de tout à l'heure de l'intervention de la personne de Montpellier, ce qui me semble important au cours de mon cursus encore en activité, donc j'ai écrit un référentiel d'animateur de jardin. Je crois que je l'ai transmis à Christine Aubry récemment. Ça me semble important qu'effectivement, on ait des gens qui aient des compétences en agronomie, qui aient des compétences en animation, en social et en environnement, de façon à ce que la multifonctionnalité de ces sites de jardin soit respectée. Et la vraie question se posera ou se pose actuellement sur à la fois comment ces associations, souvent sous un aspect bénévole, âgées, j'ai 70 ans, comment ça se pérennise. C'est des vrais sujets. Et on voit bien que ce qui est présenté par Sophie a de l'intérêt. Et je pense que les communes maintenant, à la fois dans leur aspect de pérennisation de ces activités-là et de mise en place de jeunesse, devront s'interroger sur comment elles doivent à la fois pérenniser l'activité des jardins, comment elles doivent la développer en gérant mieux le foncier qui est encore disponible ou en le réhabilitant avec ce qui a été fait et en mettant à disposition des moyens pour que des gens jeunes ayant ces compétences agronomiques et sociales puissent développer et maintenir cette activité qui, pour moi, ne peut que se développer vu ce que je sens sur nos territoires de banlieue, entre autres, et qui sont vitaux.